Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver où nous allons pendant une heure parler de sport et uniquement de sport avec mes chroniqueurs et des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, vous avez l'habitude avec les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Kevin Carrière nous présentera le Zoom de la semaine, sans oublier la question du jour, le débat où nous allons parler de cyclisme et enfin nous recevrons André Giraud, président de la Fédération française d'athlétisme. Avec nous ce soir, Vincent Avellana. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Mehdi Guillonneau. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Jean. Lucas Serdic. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Et Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. Bonsoir messieurs. Bonsoir. On a mis du temps à se mettre dans l'émission. Enfin, je vais pas dire on, je vais dire je parce qu'on était en train de parler de totalement autre chose jusqu'à que Coraline et Kevin bonsoir. Jusqu'à que Coraline nous dise, les gars, antenne dans 20 secondes. On était absolument. Enfin, je sais pas pour vous, mais je n'étais absolument pas prêt. Bon, je crois que Mehdi aussi, il est en train de terminer son coup de cœur pour vous dire, voilà, les coulisses de la radio. Comment vont les jambes, Maxime? Parce que hier, on a fait du sport. On a fait du sport, ouais, mais j'ai dû vous motiver, oui. Ça a été dur. Hein. Oh là là, c'était dur. Ouais, mais la motivation basket elle a bien aidé. Oui, on me dira pas plus, mais vous avez trouvé un regain de forme, c'est bien. Ouais. Non, mais ça va. Pourquoi vous faites du sport vous le dimanche matin? Généralement, oui. Ce week-end, je n'ai pas pu parce que je visitais des appartements, mais sinon. On s'installe. On cherche un partout maison. Exactement, je viens d'avoir la réponse. Je m'installe ailleurs. C'est vrai, où ça? Exactement, dans le quartier Saint-Cyprien, là derrière. À côté de la radio. Pas trop loin de la radio, ouais. À 10 minutes, un quart d'heure à pied, ouais. C'est Lucas qui doit habiter à côté de la radio, il arrivera à l'heure. Enfin, je suis mauvais homme, Lucas, mais vous habitez loin, Lucas. Mais vous êtes arrivé à 54 aujourd'hui, ce qui est un miracle. Plus on habite près, plus on est en retard. C'est vrai, c'est souvent. Coraline m'a fait très peur avec ses bouchons, mais en fait, non, je crois qu'à 20 minutes près, il n'y avait plus du tout de bouchons. Ça a filé doux. Ça va? Ça va, vous allez merci. bien? Oui. En forme? Oui. Tout va bien? Oui. Imhotep. Vous, Vincent, ça va aussi? Ah, parfaitement, à part les vélos, ça pourrait pas aller mieux. C'est vrai? Parfait. Bon, je vois que vous êtes prêts, messieurs. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement qui vous a marqué comme une joie, une déception. On aurait pu parler du retour de Roger Federer dans le tennis, mais les chroniqueurs ont préféré parler d'autre chose. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, nos magasins Intersport, partenaires de l'émission Sportez-vous bien, ont bien évidemment les rayons tennis, donc vous pouvez bien évidemment y aller pour imiter vos grands joueurs comme Maxime Brossard, Roger Federer et Rafael Nadal. Non, Brossard, c'est Joe Paris. On aurait pu également parler du match du PSG-Barça de mercredi. Les chroniqueurs ont préféré parler d'autre chose. Vous pouvez aller toujours dans dans le résultat, nous, Jean Sureda, on n'est pas dans l'anticipation. Vous pouvez aller dans les magasins Intersport partenaires de l'émission pour acheter tous les maillots, la collection des maillots de foot, de rugby, de Par handball. exemple, le 4e maillot du Paris Saint-Germain, magnifique. Lui, c'est pour Maxime. Quelle horreur ce truc. Le maillot pétrole. Il est dégueulasse, celui-là. C'est un type qui a dégueulé sur le maillot blanc et ils ont vendu ça. C'est comme la banane qui avait été scotchée au mur. Ceux qui sont à Intersport sont très beaux, je crois, par contre. Ah, oui, ils sont plus beaux que les autres. Après, il y a les maillots classiques. De toute façon, il y a le domicile et l'extérieur. Pour vous dire, le maillot du PSG, j'ai un gamin qui s'est ramené avec à l'entraînement. Je l'ai obligé à mettre le pull. Bravo. Non, c'est vrai? Ah oui, il a mis le pull. Moi, je pouvais pas voir ça. C'était pas possible. Je l'aime bien, moi, ce maillot. Enfin, ça m'étonne pas, genre. Le 4e maillot du PSG. Chers auditeurs, allez vraiment voir, taper sur Google maintenant le 4e. Vous tapez 4e maillot PSG saison 2000. Si vous êtes épileptique, n'y allez pas. C'est sûr. Il est vert, il est rose fluo et violet fluo. Vous aimez vous ou pas? Non. Je vous l'achète pas alors. Je veux pas dire que j'aime. Autant à l'extérieur, il est joli. Je préférais le 3e maillot de l'année dernière ou cette année, je sais plus, le blanc avec deux bandes là. Ouais, c'est l'année dernière. Il était beau celui-là. Celui-là était. J'en suis là, est-ce qu'on ne parlerait pas des bons maillots de la Coupe de France? Justement, c'est ça. Très bon lancement. Mais je voulais vous laisser de côté un petit peu. Je préfère parler d'autre chose. On va parler du frais, du très très frais au sens propre, au sens figuré d'ailleurs. On va parler de Perrine Lafont. C'est votre coup de cœur, Lucas Serdi, qui a que des coups de cœur aujourd'hui. C'est formidable. Perrine Lafont qui a performé encore, j'ai envie de dire, et qui est de nouveau champion du monde. Une nouvelle médaille d'or à sa collection. Une nouvelle, mais celle qui lui manquait, c'est-à-dire celle en single, comme on dit, en ski de boss. Elle a fait la compète parfaite aujourd'hui et elle a décroché à 22 ans le dernier titre qui manquait
manquer à son palmarès. Donc bon, voilà, ça pose la madame, Perrine Lafont. Elle est triple maintenant championne du monde, championne olympique, vainqueur de tous les globes de cristal possibles. Bravo à elle, notre ariégeoise, qu'on avait accueilli à cette émission il y a quelques semaines, en novembre. En novembre, voilà, et on lui souhaitait le meilleur. On la sentait très, très confiante, très, très sûre d'elle, très sûre de ses forces. Elle écrase la compétition encore cette année. Mais voilà, on a vu après sa victoire qu'elle a laissé s'échapper quelques larmes, signe qu'il y avait quand même une tension dans cette finale, et notamment après les qualifications qu'elle avait largement dominé. Elle a fait deuxième juste avant la super finale, derrière la skieuse qui était à domicile, la Kazakh, dont je me souviens plus du nom, j'ai pas envie de l'écorcher, donc je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas elle lui a tenu la dragée haute et elle a dû s'employer en super finale. Elle a assuré, Perrine, elle a fait vraiment techniquement une manche parfaite, alors que la Kazakh a un petit peu craqué sur le deuxième saut en faisant quelques petites erreurs. Ce sera médaille d'argent pour elle, et Perrine, médaille d'or. Bravo à elle. Vous savez que je suis jeune et que je m'emballe très vite. Est-ce que on peut déjà considérer Perrine Lafont comme l'une des plus grandes skieuses de l'histoire du ski français, ou c'est trop tôt du ski français, peut-être, oui. Après, bon, voilà, il manque encore quelques titres pour égaler Martin Fourcade, par exemple, ou d'autres, mais... elle est sur la bonne voie, ça, on est d'accord. Oui, elle est sur la bonne voie, et puis voilà, je compare, par exemple, avec les messieurs, et le Canadien qui a fait médaille d'or juste devant le Français Benjamin Calvet, dans la foulée, qui a décroché, si je dis pas de bêtises, son 5e titre mondial, dans la même épreuve. Bon, voilà, on est sur quelqu'un qui a quasiment la trentaine, donc voilà, Perrine Lafont, elle a encore de très belles années devant elle, et un palmarès qu'elle pourra étoffer largement, et on espère dès les prochains JO notamment, parce que voilà, elle est très forte. Mais attention, ça pousse, aujourd'hui. On a vu que pas loin du podium, il y a une japonaise qui a 16 ans, voilà, une américaine qui a 15-16 ans aussi, donc on est voilà, on sait que Perrine Lafont, elle a commencé à peu près à cet âge-là, et que maintenant elle domine tout, donc les prochaines années s'annoncent encore palpitantes à suivre pour la Riégeoise. Il y en a un qui est aussi en train de gonfler son palmarès, et c'est bien, il a chopé sa première ceinture chez les professionnels samedi soir, largement mérité en plus contre notre voisin belge. C'est Tony Yoka, Maxime Brossard. C'est ça, c'était vendredi soir à Nantes, il a gagné par KO au 12e round, par KO ou par abandon. Je pense que c'était plus par abandon, l'autre il en pouvait plus d'en prendre plein la tête. Donc Tony Yoka, il a battu Dzeko, pas Dzeko, trompez pas, c'est pas Edin Dzeko qui s'est pris une rouste. Il a battu un Dzeko. Un Dzeko, un gecko. Un gecko. 7 Dzeko. C'était la petite blague. Et du c'est coup, digne de Jean Firedas. Merci. Non, c'était un bon boxeur en plus, Dzeko le belge. C'était un défi intéressant pour Tony Yoka, puisqu'en fait c'était un peu l'inversion des rôles. D'habitude, Yoka il est plus dans le rôle du contreur, du boxeur qui est plus léger que ses adversaires. Et là, ça s'est inversé. C'était lui qui devait avancer. Il était dans le rôle du tank, on va dire. Et il s'est bien tenu au plan qui avait été fixé par son entraîneur Virgil Hunter. Et donc, il est allé décrocher cette première ceinture des poids lourds européens. Il manque encore de puissance, honnêtement. Il y a eu, je crois, un moment, c'était à la 6e ou 7e reprise, je ne me souviens plus exactement. Il met Dzeko dans les cordes, et là honnêtement si Dzeko a en face de lui quelqu'un comme Fury, Wilder ou Joshua, le type finit en réanimation quoi. Mais là il s'est rien passé, il a eu juste les yeux boursouflés, donc il va falloir qu'il travaille un peu plus sa puissance. Il est en train de le faire, puisqu'apparemment on a vu que les commentateurs ont dit qu'il avait beaucoup bossé les jambes et la puissance par des jambes en boxe, donc c'est bon signe. J'espère que ça va continuer pour lui. En tout cas la conquête on va dire entre guillemets est vraiment lancée, puisque il a une première ceinture. Maintenant il va pouvoir avancer avec des garanties avec son promoteur, et en plus le combat avait été diffusé sur ESPN+ aux États-Unis, donc ça montre qu'il a quand même passé un petit cap, et on attend maintenant le prochain combat normalement contre Joe Joyce, le Britannique, qu'il avait affronté en finale des JO en 2016 à Rio. Et qu'il avait battu Lucas Sardic. Ouais, j'ai une question, Maxime Brossard. Justement, il a parlé de combattre contre un top 10 mondial. Le premier, j'ai regardé un petit peu les classements. Alors, je sais pas s'il y en a un officiel ou quoi. J'en ai vu un où il est 13e. J'ai vu que tous ceux qui étaient devant lui avaient quasiment le double de combats, voire plus. Qu'est-ce qui fait qu'il est 13e aujourd'hui, si haut placé par rapport à d'autres, et Joe Joyce, est-ce qu'il est dans les top 10? Enfin, voilà, c'est quoi Joe Joyce, il est pas mal. Il est à peu près au même niveau. Je pense qu'il doit être 14 ou 15e. Ça va être un beau combat de transition pour Tony Yoka, justement. Il
il va falloir, en fait, pour vraiment passer le cap et vraiment rentrer dans le top 10 officiellement, il faut qu'il combatte aux États-Unis. Il faut qu'il quitte un peu l'Europe. Et ce classement, il est fait comment ? En fait, c'est des classements qui sont aléatoires, puisque vous savez qu'il y a tellement de fédérations qu'en fait, chaque fédé a son classement. En fait, s'il faut, pour l'IBF, il est, on va dire, il est 10e, et puis pour la WBC, il est 25e, quoi. Ça, c'est... Mais en fait, ce qui fait qu'il est assez haut dans les classements, tout simplement, c'est son titre olympique. Le fait qu'il soit champion olympique déjà, et champion du monde amateur aussi, et champion du monde amateur, mais surtout champion olympique sur le CV, ça claque, quoi. De suite vous dites c'est le champion olympique, ok, voilà, quoi. Donc forcément ça, c'est ça qui force un peu plus le respect, un peu comme Anthony Joshua en fait. Au début de sa carrière, il a grimpé assez vite. Joshua, il a fait 14 combats avant de vraiment commencer à entrer dans le dur. Et ce qui fait qu'il est allé assez vite avec ses 14 combats, c'est qu'en fait, il avait ce titre olympique, il avait ce titre de champion olympique. Et c'est ça qui a boosté sa carrière. Il peut espérer quoi, Tony Yoka, là, pour sa carrière ? Le sommet de sa carrière pour vous, si vous devez pronostiquer, ça va être quoi ? Déjà, il est jeune en fait, je crois, il a même pas 30 ans. Il a 28 ans, il a 28 ans. Justement, j'ai regardé par rapport à d'autres gars qui ont 30-31, ils ont plus du double de combats lui, il en a que 10 chez les pros. C'est pas beaucoup. Hein. C'est ça, il a pas beaucoup, c'est parce qu'il a privilégié la carrière en amateur, on va dire, et au détriment de la carrière professionnelle. Faut savoir qu'en plus, dans les pays de l'Est, comme dans des pays d'Amérique du Sud ou à Cuba par exemple, les boxeurs commencent la boxe pro à 16 ans, quoi. Donc les mecs ont des nombres de combats incroyables. Et donc là, il est en train de refaire son retard. Il a, je vous dis, cette médaille olympique qui compte bien. Il a cette ceinture européenne maintenant. Il va falloir qu'il commence à... là, justement, il va y avoir des noms qui vont arriver. Vraiment des noms, ça va être intéressant. Et là vraiment, le tournant de sa carrière, c'est maintenant. Ça va commencer maintenant. Là. Et il a déclaré qu'il voulait, comme a dit Lucas, un gros adversaire pour 2022. Donc il se prépare pour l'année prochaine. Ça va être tous les 3-4 mois maintenant, ces combats là, je pense qu'il va prendre un petit peu de plus de préparation. Parce qu'en fait, le fait est qu'il a toujours boxé quand même des adversaires qui étaient, on va dire... pas moyen. C'était des mecs comme moi, quoi. Peut-être pas quand même, mais c'était des mecs moyens. Donc en 3 mois, il y a une limite de 3 mois entre chaque combat normalement en boxe. Et il se fixait sur ça. Là, à la fin de l'été, quoi. Ouais, voilà. Là, maintenant, s'il prend un mec un peu plus dur, généralement c'est 6 mois. C'est 6 mois, quoi. Ouais, parce que ce sera cet été, je pense. Il va revenir cet été. Ouais, il sera là cet été. Il y a pas de souci. Il y a un autre sportif qui a un beau palmarès. On va partir en biathlon, c'est Simon Destieux, Vincent Avellana. Ouais, Simon Destieux, c'était sa première victoire à 29 ans sur le sprint ce week-end. Il est pro depuis 2010, il a remporté son 243e course. Enfin, c'est son 243e départ, première victoire en pro. Okay. C'est quelqu'un de très régulier. Depuis 2014, il enchaîne les top 10. Par contre, il a beaucoup attendu pour un podium en 2018. 4e du classement général de la Coupe du Monde 2019 remporté par Martin Fourcade. Ça montre aussi cette régularité en faisant très peu de podiums cette saison-là. C'est vraiment un sportif qui a eu du mal à confirmer. C'était vraiment un pilier, un relais. Il était un titre olympique, un titre mondial quand même, son palmarès. Et des podiums, beaucoup de podiums et beaucoup de victoires avec l'équipe de France pendant les manches de Coupe du Monde. Et là, il y a eu enfin ce déclic qu'on n'attendait plus. C'était vraiment la saison où il était le plus en retrait. Il termine vice-champion du monde du sprint à Pokljuka. Donc c'était au début du mois de février, derrière le Suédois Ponsiluoma et surtout devant Emilien Jacquelin. C'est vraiment... C'est un coureur qui est très apprécié dans le circuit mondial. Donc il y a eu c'était vraiment beau. Il y a eu beaucoup de célébrations en fait. Que ce soit, ça dépassait la France. Tous les sportifs l'ont félicité. On voyait des athlètes comme les frères Beu qui ont un sacré palmarès venir vraiment le féliciter et l'encourager. Et là, il a confirmé cette semaine à Novo Mesto, puisqu'il remporte cette poursuite devant Samuelsson et Pfeiffer, qui sont quand même le sprint. Le sprint. Il remporte ce sprint devant un beau palmarès aussi, un beau parcours. Y arriver, une belle start list. Et surtout, il confirme en terminant 3e de la poursuite ce dimanche. C'était limite une mass start. On avait quand même 7 coureurs à moins de 30 secondes. Hyper serré, les frères Beu qui s'imposent. Et surtout, il arrive à avoir assez de ressources sur un week-end éprouvant et sur une fin de Coupe du Monde pour battre au sprint quand même pas mal de monde et terminer 3e. Justement, on est sur super fin de course. Oui, justement, on est sur la fin de la Coupe du Monde. On peut commencer à tirer un bon bilan. C'est un bel hiver pour le biathlon français, comme très très souvent, j'ai envie de dire, non ? C'était quand même l'hiver où il fallait confirmer après le départ de Martin Fourcade. Chose faite. Il n'y a pas de leader hégémonique, mais finalement tout le monde a réussi à tirer son épingle du jeu, puisqu'on a quand même eu 3 vainqueurs différents sur le même hiver. C'est une belle performance qui n'arrivait pas forcément quand il y avait Martin Fourcade. Puis ça confirme aussi chez les filles, aussi chez les jeunes, puisque Simon Fourcade est devenu sélectionneur chez les juniors et les espoirs, qui ont remporté énormément de titres ce week-end, cette semaine au championnat du monde. En parlant de titres, il y a un club qui essaye d'en avoir un depuis au moins 40 ans, c'est le TFC en Coupe de France. On va partir sur la Coupe de France. Il y a un titre en 2003.
Non mais je vous taquine. C'est raté. On va partir sur la Coupe de France. La Coupe de France a encore, comme tous les ans, son lot de surprises, mais comme tous les ans, ça nous fait plaisir, Mehdi Guémé. Ouais, je pense même que c'est encore plus. Contrairement à Vincent le disait avant l'émission, contrairement à ce que beaucoup disent, c'est pas une Coupe de la Ligue améliorée. Preuve année avec les résultats du week-end. On va commencer par le plus grand exploit, la N3 du TFC qui va gagner à Aubagne en N2. Donc là, je dis ça par chambrage, mais effectivement, c'est l'équipe 2 du TFC où beaucoup de joueurs jouent habituellement. Et en début de saison, ils jouaient en National 3, en réserve, 5e division. En 5e division, et ils sont allés gagner chez une 4e division. Évidemment, il y avait des cadres dans cette équipe qui jouent en Ligue 2, mais c'était pas si facile que ça. Je pense aussi au Red Star qui évolue en National, qui a battu Lens dans les derniers instants. Ils étaient menés 2-1 à un quart d'heure de la fin. Ils ont vraiment renversé. Après, sur leur pelouse synthétique, il faut y aller jouer à Boer. Vivement qu'ils le refassent, et c'est prévu parce que le Red Star mérite sa place dans le monde pro français. C'est un club historique. On peut parler aussi du Puy qui a battu Lorient. Voilà, un exploit d'une N2 face à une Ligue 1. Un autre exploit de Lyon face à Sochaux. Ah oui. 5 buts à 2. Non, ça c'est juste pour le chambrage. Et évidemment, celui qui a le plus marqué tout le monde et qui visuellement en plus c'était carrément mérité. Ils étaient au-dessus. Oui. C'est le Canet-en-Roussillon qui a battu Marseille hier 2-1 et qui a en plus écrasé, pas écrasé, mais qui a fait largement jeu égal avec Marseille, ce qui est très très rare quand il y a un gros écart de division. Et après dans les clubs historiques, moi j'ai surtout noté qu'il y avait encore Sedan par là. Ah oui, le grand et Sedan. Et ça c'est pour Lucas et Maxime. Sedan, c'est quand même un club de Ligue 1 début des années 2000. Et d'ailleurs j'espère qu'ils reviendront aussi par là. L'adjoint de Sedan qui était allé en finale de Coupe de France qui entraîne Canet-en-Roussillon. D'accord, excellent. Ce troisième parcours en groupe, Fouzari, son nom c'est Fouzari. Voilà, donc tirage au sort ce soir après le Nice-Monaco, le dernier match. Il reste 7 clubs de Ligue 1. Donc d'habitude à ce stade-là, il y en a plus de la moitié. Là, on en a moins de la moitié, puisqu'on va vers les huitièmes de finale. Et puis c'est surtout qu'il y a eu avec deux les deux trucs voies séparés. Exactement, avec les deux voies. Et puis voilà, ça fait beaucoup moins de clubs. Il n'y a qu'un club de Ligue 2, le TFC. Le TFC, pardon de vous couper, à 2 couronnes. C'est le dernier club de Ligue 2 et le dernier club de la région. Comme ça, enfin pas Occitanie, parce qu'il y a de l'ex-Midi-Pyrénées. L'ex-Midi-Pyrénées, c'est le dernier. Donc il y a 2 couronnes pour le TFC. Et donc 2 clubs de National 1, c'est Boulogne et le Red Star, 5 clubs de National 2 et le petit poussé Saumur qui évolue en National 3. Saumur qui a battu au tir au but l'autre petit poussé Montagnard en régional. Sacré match là. Une préférence pour le tirage au sort pour le TFC. Pour être honnête avec les auditeurs, j'ai posé la question sur le groupe WhatsApp hier. Mais on veut quoi là ? On veut, sans manquer de respect, est-ce qu'on veut une N3 pour avoir plus de chances d'y aller, ou on se dit bon allez c'est fait, on a une Ligue 1 à aller chercher en championnat, allez on prend Paris tout de suite, comme ça c'est réglé. C'est quoi la seule club sur lequel on a de la marge, je pense, c'est Saumur qui est un N3. Sinon, après, des clubs de N2, ce sont des clubs qui jouent en général, si on regarde les équipes, c'est plutôt le classement de N2. Et vu qu'on envoie souvent l'équipe 2, on n'a pas tant de marge que ça. On l'a vu contre Aubagne, il n'y a pas tant de marge que ça. Il y en a, mais c'est léger. Est-ce que ça va pas nourrir les appétits justement ? Est-ce qu'on va continuer à jouer Toulouse va continuer à jouer le jeu, d'envoyer l'équipe 2 en coupe ? Pourquoi pas ? Ou des moments changer. Une Ligue 1 pas au top. Parce que ça peut être bien. Envie, comme contre Bordeaux, de les voir jouer. De les voir jouer une Ligue 1 en se disant, on a déjà discuté, est-ce qu'ils n'auraient pas eu leur place en Ligue 1 cette année ? Moi, je trouve que ce serait une belle opposition. Non, Paris, non. Parce que bon... Par contre, Paris, pour reprendre les propos de Garand, l'entraîneur du TFC qui s'est plaint du calendrier parce que le TFC allait jouer 3 jours. Si Toulouse prend le PSG, il joue dans 10 jours. Pourquoi ? Parce que c'est encore les super idées de nos dirigeants du football français. Le grand pays de foot que l'on est. Les 8e de finale de la Coupe de France sont le 6 et 7 avril, c'est-à-dire la même date que les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ah merde. Vulgairement parlant, passez-moi l'expression, je ne veux pas porter la chkoumoun au Paris Saint-Germain. Il joue mercredi, ça devrait bien se passer, il devrait se qualifier pour les quarts. On sait jamais avec le PSG. Donc Paris aura normalement son 8e de finale de Coupe de France avancé. Donc pour le TFC, prendre le PSG, c'est avant tout le monde. Pour terminer sur cette Coupe de France, est-ce que les exploits sont pas encore plus beaux quand on sait que le football amateur est à l'arrêt, c'est-à-dire que les équipes ne sont pas en jambes, ne sont pas là, contrairement aux pros qui enchaînent les matchs tous les 3 jours. Il y a 2 choses. On se penche sur quoi ? Il y a des beaux exploits, mais il y a aussi des exploits où quelque part le club pro est complètement ridicule. Hier, Marseille est juste ridicule. Oui. C'est en dessous de tout. Donc je pense qu'il y a un petit peu des deux, voilà, les non-préparations des clubs pro qui veulent pas les jouer pour se concentrer juste parce qu'il y a Ligue 1, parce qu'il va y avoir des semaines à 3 matchs, que ça leur va pas,
qu'ils vont être fatigués, qu'il y a des incertitudes avec le Covid et qu'ils ont peut-être aussi moins joué le jeu. Donc il y a de tout, je pense que c'est un mélange de tout. Voilà, je pense que c'est au match par match là-dessus. On va pouvoir passer maintenant au Zoom de la semaine. Le Zoom de la semaine est retour sur les paris de la semaine dernière. On avait parié sur du basket, on avait parié sur Calais TMB. Je donne un 83-66 pour le TMB. Mehdi. 53-65. Maxime. 70-85 pour le TMB. Coraline. 80-65 pour le TMB aussi. Marek. 65-76 pour le TMB. Et Vincent. 69-14. Résultat 89-77 pour le TMB, 1 plus 12, c'est Mehdi qui gagne parce qu'il avait donné un plus 12 avec beaucoup de points en moins, il avait donné un 65-53. Celui qui se rapproche le plus en termes de points c'est Maxime avec un 85-70, je rappelle le score c'est 89-77, donc victoire de Mehdi et Maxime est juste derrière. Kevin, on va laisser le basket de côté, on va parler de football, il y a un match qui est important finalement pour Pau et j'ai même envie de dire pour Toulouse, comme ça on fait une pierre deux coups. Il y a Grenoble-Pau en Ligue 2 samedi soir. Oui, exactement, une duel entre une équipe qui joue la montée, Grenoble 52 points 4e, et une autre qui joue le maintien, Pau 17e, seulement un point d'avance sur Guingamp, le barragiste. Et Pau qui a pu sortir de la zone rouge grâce à 2 succès consécutifs, dont le match de la peur face à Châteauroux, actuel dernier de Ligue 2, et un match remporté 1-0 la semaine dernière, et une victoire 2-0 face au Le Havre. Une bonne période qui se traduit également par l'arrivée du costaricien Myron George Clayton, le nouvel attaquant des Palois en provenance de Midtjylland au Danemark. Il a inscrit 3 buts en 4 matchs depuis son arrivée. Donc des Palois qui ont également du mal à l'extérieur, 19e équipe de Ligue 2 dans ce domaine, qui se déplace sur la pelouse de Grenoble, 3e meilleure équipe à domicile de Ligue 2 et invaincu sur sa pelouse. Et des Grenoblois qui restent tout de même par contre sur 2 résultats moyens à domicile avec un match nul face à Niort et un match nul arraché dans les dernières minutes et un match nul face à Amiens, 0-0. Et un match, donc comme tu l'as dit, qui intéressera également le TFC, puisque Grenoble est 4e à égalité de points avec le TFC 3e. Et un TFC qui recevra de son côté Chambly, 19e de Ligue 2, un adversaire donc direct pour Pau. Donc voilà, donc on espère une victoire du TFC et de Pau. Une pierre deux coups, c'est ça, c'est-à-dire que si Pau gagne, c'est très bien pour le maintien et ça arrange le voisin, le grand voisin, parce que je vais encore me faire taper sur les doigts, le grand voisin, le voisin régional de la radio, de sport, c'est dans notre région, Sportez-vous bien, c'est pas c'est la région Sportez-vous bien Land. Voilà, c'est ça. Pau est dans la région de Sportez-vous bien, on salue les auditeurs palois qui nous écoutent sur Sportez-vous bien. Ça arrangerait les deux équipes cette victoire de Pau quand même. Et même la troisième, c'est Sochaux. Ah oui, effectivement. Ah oui, pour la bataille à la 8ème place. 7ème, s'il vous plaît. Ne nous insultez pas. Non, mais il m'a quand même sorti que pour les recrutements de l'année prochaine, vu qu'il y avait une incertitude sur la division dans laquelle ils allaient évoluer, ils ne pouvaient pas prévoir leur recrutement. Mais officiellement. Ça me fait beaucoup rire quand même. Mais officiellement, bref, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Demandez à Castres. Ils peuvent très bien être en national. Non, c'est bon, on est maintenu. Ces gens-là sont dans leur délire, il faut les laisser. Demandez à Castres qui a terminé 6ème et qui a été champion de France. Messieurs. Incroyable. Voilà, mais 6ème, vous jouerez pas les barrages. On est d'accord, mais dans l'idée. Bref. Est-ce que ça serait bien qu'on a vraiment envie d'un sport où le 7ème de Ligue 2 peut éventuellement monter quoi. Sincèrement, vous savez ce que j'en pense? Non. Je suis contre. Moi, je suis contre, c'est ce que je dis. Si Sochaux est 5ème et monte, personnellement, je serais content, mais alors je trouverais ça totalement débile. Bref. Mehdi, ça arrangerait vraiment tout le monde là. Pau et Toulouse. Bah évidemment, de toute façon. Surtout que Toulouse a un gros coup à jouer parce que ils reçoivent Chambly qui est derrière Pau, qui est avant-dernier, me semble. Donc évidemment qu'il y a un coup à faire. Après, déjà si Pau arrive à arracher un match nul à Grenoble, les Palois seront contents, les Toulousains seront contents aussi. Vincent, vous êtes d'accord avec ça? Oui, même s'ils sont bien en ce moment. Oui, bien sûr, ça arrangerait les affaires de tout le monde. Après. Je suis pas... En plus, si Toulouse bat Chambly, ça arrange Pau aussi. Je veux dire, les deux vont pouvoir se céder là. Après, oui, c'est sûr, la saison de Pau est quand même. Enfin, c'est pas la même situation. Toulouse a encore un peu de marge. Pau. C'est une super belle saison, Pau. Moi, qu'il ne soit pas dans les deux derniers déjà à ce stade de la saison, je trouve ça fantastique. Il y a quand on voit le avec budget, etc. Derrière, ouais, mais c'est très bien. Ils sont même pas place de barragiste. Ils visent le barrage, au moins le barrage. Oui, bien sûr. S'ils arrivent à finir au-dessus, c'est déjà très bien. Franchement, ce que font les Palois et ils se sont remis de l'avant là sur les derniers mois là, un peu comme Rodez. Finalement, la mauvaise surprise des clubs régionaux de Sportez-vous bien, c'est Rodez finalement dans l'idée. Non, Rodez fin 2021, magnifique. Non, là, ça fait sur leur place. Ça fait une
quinzaine de matchs qui sont quand même pas mal. Ils ont perdu C'est vrai, 2 ils ont matchs. perdu 2 matchs en. Oui, c'est vrai que je suis Ils sont méchant. même là où- au-dessus de leur place. Rodez doit jouer dans cette division-là, vu son histoire et vu l'historique, Bon, le c'est budget, la etc. saison, la saison de la voilà. confirmation, la deuxième en Ligue 2, c'est toujours la plus difficile. Donc, Ouais, non, c'est clair. c'est très bien. On va pouvoir passer au pronostic, messieurs. Grenoble, foot 38 contre le Pau FC, c'est la 29e journée de Ligue 2 BKT, samedi prochain à 20h sur Beansport 8. Mehdi, 2-1. 2-1 pour Grenoble. Maxime. Grenoble, Pau, là, ça préfigure un peu peut-être ce qui va se passer pour le barrage Ah oui, de la le barrage, montée c'est vrai, le barrage. en top 14. Enfin, je veux pas porter malheur aux Palois. Je vais dire 3-1 pour Grenoble. 3-1 pour Grenoble. Moi, je donne 1-0 pour Pau. Je le tente, c'est comme ça. Coraline. 1-0 pour Grenoble. 1-0 pour Grenoble. Vincent. 2-0 pour Grenoble. Lucas. 2-0 pour Grenoble. Et Kevin. 0-0. Oh oui. Oh, Voilà, on ça, sent on que aime. vous aimez le foot. Kevin, on sent que vous aimez la Ligue 2. Grenoble et Pau, il sait que voilà. C'est triste tout, quoi. C'est Déjà. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci messieurs, on va pouvoir passer à la question du jour. Sportez-vous bien? La question du jour. Une question par semaine, 4 minutes pour y répondre. Je vais essayer de les piéger là, les chroniqueurs bien évidemment. Que s'est-il passé en mai 1985 pour la dernière fois? Oh là là. Allez, c'est pas... À chaque fois que je pose la question, je regarde Lucas, parce qu'il me régale. En mai 85. En mai 85, C'est il du s'est- vélo. Du tout. Est-ce du que c'est un sport football, Est-ce que c'est un sport collectif? Vous avez... J'ai entendu le C'est du sport. football. C'est du C'est un sport football. co, donc foot. C'est la dernière d'un stade. Non, D'une équipe. c'est arrivé d'une équipe, oui, on peut dire ça, mais c'est arrivé 9 fois en 124 ans. Ah oui, d'accord. Et c'est un peu- cette année, en 2021, on C'est le sait français on le sait depuis ce week-end que ça n'arrivera pas. Vous voyez que c'est une question d'actu. Je voulais juste regarder. On sait depuis Ah, ce week-end que ça punaise. n'arrive pas. Football anglais. C'est par rapport à la Coupe Anglais, de non. France. Coupe de France, non. C'est européen ou national? Européen. Enfin, européen. On parle d'un De pays championnat ou- européen, mais c'est pas arabe. la Ligue des En Champions, la Ligue d'Italie. Espagne, Italie. Non, non. En en Angleterre. Italie, Non, non. En en Allemagne. Angleterre. Non, non. Écosse. Ah, Ah non. Écosse. Ah, c'est en Écosse. Oui. Non. Qu'est-ce qui s'est passé en Eh ben, Écosse ils ont gagné Euh, le Glasgow Rangers. Donc, sont- qu'est-ce qui s'est pas- Ils qu'est-ce qui- sont champions. Qu'est-ce qui euh, s'est passé la dernière fois en mai 1985? Eh ben, c'était pas le Glasgow Rangers ou le Celtic qui avait gagné Très le bonne championnat, réponse. quoi. C'est depuis Ah oui, c'était 1985. Aberdeen avec Sir oui. Alex Ferguson. Exactement, il avait gagné 2 fois de suite et seulement 9 clubs en 124 ans ont remporté le championnat écossais. Pour vous dire, le Celtic et les Rangers ont 106 championnats sur 124 à eux deux. Je voulais juste Genre, parler. non, mais il y a des- genre, on en reparle dans 50 ans de la Ligue 1. Ce Non, sera mais il y a- comme ça. Sochaux et Paris auront 100. Voilà, Il y a un autre championnat qui va changer de champion, c'est le Portugal, puisque le Sporting risque d'être champion. Ils ont 8 ou 9 points d'avance. C'est plus arrivé depuis 2002 pour Incroyable. le Sporting et c'est quand même Que ce soit un pas club Porto historique ou au le Portugal. Benfica, c'est ça? Il y a peut-être Braga qui en a ramassé un par là, mais je suis même pas sûr. C'est possible et que ce puis- soit et puis que Benfica et Porto. Comme pour l'Italie où normalement la Juve C'est ne la Juve, devrait ouais. pas être championne Ouais, d'Italie ouais, pour ouais. la première fois depuis Il y a du 9 changement. depuis Oui, 9 c'est ans. l'année, hein. L'Atlético pourrait enlever le titre au Barça et au Real pour la deuxième fois en 25 ans. La dernière fois, c'était déjà l'Atlético en 2014. C'est vrai que cette année, l'Allemagne, Paris, en fait, et Paris est peut-être en train de perdre Et un l'Allemagne, titre et c'est le pas- donner à Lyon c'est ou à... le Bayern. Ah, le l'Allemagne. Bayern, Oui, Bayern, bon, Bayern, non, il y non, non, c'est non, un Leipzig, championnat. C'est rien encore. hein. Leipzig est revenu et C'est t'as un- 1 ou 2 points. C'est un championnat en mousse, l'Allemagne, de toute façon. De toute façon. Monsieur Sureda, vous mettrez une passe décisive pour cette question. C'est quand même moi qui ai orienté sur l'Écosse. Je tiens à C'est vrai, noter. c'est vrai, ouais, Ça, ouais. je suis toujours à côté de tout. Eh, mais je il vient tiens à ce que ça d'arriver- nous a mais noté. il vient d'arriver. Comment et ça il a passé si vous êtes pas bien en kilt? Qu'est-ce que vous racontez S'il vous plaît. Une réaction, Lucas? Non. Il est dégoûté. On va se retrouver dans moins de 3 minutes avec notre invité. À tout à l'heure. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est le président de la Fédération française d'athlétisme depuis décembre 2016. Au lendemain des championnats d'Europe d'indoor, André Giraud nous fait le plaisir de revenir nous voir. Il était déjà venu en septembre 2019. André, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans Sportez-vous bien. Si vous le voulez, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Au lendemain de ce week-end des championnats d'Europe, comment vous jugez justement ces championnats d'Europe? Bien écoutez, il y a 3 aspects. Le premier, c'était les conditions de préparation. Championnat d'Europe particulier, une crise sanitaire qui malheureusement nous a pas permis de les préparer dans des conditions normales. On y reviendra tout à l'heure si vous voulez. Le deuxième aspect, c'est l'aspect purement sportif. Effectivement, au niveau sportif, on a un bilan satisfaisant avec 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, et puis quelques déceptions, mais aussi l'absence de quelques leaders. Je pense en particulier à Renaud Lavillenie, à Pascal Martineau-Lagarde, qui malheureusement a été blessé.
vu d'autres qui avaient fait l'impasse sur la saison hivernale. Donc, satisfaisant quand même par rapport aux récents championnats d'Europe qui se sont déroulés à Glasgow il y a 2 ans, où on avait eu 5 médailles, mais aucun titre. Donc, c'est toujours agréable de renouer avec les titres européens. Et le troisième aspect, c'est bien entendu l'émergence d'une nouvelle génération, une équipe de France qui avait pour moyenne d'âge 24 ans, avec une bonne intégration des nouveaux. On a vu de belles choses, donc on prépare aussi 2024. Vous l'avez dit un petit peu avec des championnats d'Europe forcément particuliers. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, pour l'organisation ? Ça n'a pas été difficile à préparer avec le Covid-19 ? Oui, ça a été extrêmement difficile dans la mesure où, comme tout le monde, on s'est retrouvé à l'automne et puis au début du mois de janvier avec plein d'incertitudes. On nous avait même annoncé, rappelez-vous, fin janvier, qu'on risquait d'être confinés totalement. Donc, on n'était pas certain que ces championnats puissent se dérouler. Et il fallait pourtant avoir une saison hivernale pour que les athlètes se préparent. Cette saison a été extrêmement courte. Elle a duré pratiquement 7 semaines, ce qui est très très court pour se préparer. Habituellement, la période de janvier, c'est une période où il y a des stages qui ont été annulés aussi, parce qu'on n'avait pas le droit de se rendre à l'étranger. Vous voyez, donc une préparation particulière, mais c'était valable, c'était pour tous les pays, hein, donc c'est pas, voilà, ça a été compliqué, puis il a fallu aussi respecter tous les protocoles sanitaires, le nombre d'accréditations. Pour vous donner un exemple, c'est la première fois que je ne me suis pas déplacé sur une manifestation internationale parce que j'ai préféré laisser mon accréditation à des coachs. On n'avait que 11 accréditations, donc il y a des coachs qui n'ont pas pu venir. Ça vous a pas manqué, ça vous a stressé finalement de pas y aller ou pas ? Non, stressé non, parce que on était préparé, on le savait, vous savez, depuis un mois, on savait que ça serait limité, donc on avait fait le choix, c'était un choix assumé, d'avoir une délégation avec des minima assez élevés, de façon à avoir une délégation qui commence à préparer le très haut niveau. On nous a souvent reproché par le passé d'amener beaucoup de monde et puis d'avoir beaucoup d'échecs. Là, donc, il y avait une délégation qui était restreinte de 26 personnes et avec des minima, toutes les personnes tous les athlètes qui ont été sélectionnés avaient réalisé les minima imposés par la fédération. Et on a vu d'ailleurs que les résultats sont intéressants puisque nous avons eu 11 finalistes sur les 26, ce qui représente quand même 42% de la délégation qui est allée en finale. Et encore, on a eu quelques mésaventures, je pense à Jordier, qui avait la place pour aller en finale et même plus, et qui a été disqualifié. Mais enfin, ça ce sont les règles, vous voyez. Donc, non, dans l'ensemble, je n'ai pas été stressé ni déçu. Je savais que moi et d'autres, on savait que c'était un championnat particulier. Pour les auditeurs qui viennent d'arriver sur Sportez-vous bien, on le rappelle, vous êtes le président de la Fédération française d'athlétisme. Est-ce qu'un président de fédération, que ce soit en France ou ailleurs, a un droit de regard sur ce qui va être décidé, par exemple pour ces championnats d'Europe, sur le Covid, sur les restrictions sanitaires, sur les distanciations sociales? Bon, ça c'est vraiment le gouvernement qui décide, mais est-ce que au sein de cette salle des championnats d'Europe, vous avez un droit de regard, vous avez le droit de donner votre avis et de donner entre guillemets des directives ou pas? Oui, bien sûr. Nous, au niveau de la fédération, on a un comité de sélection dans lequel, disons, le président est présent avec la commission médicale. Et pour tous les aspects sanitaires, on a travaillé en étroite collaboration avec nos médecins et avec la commission médicale de la fédération. Et puis qui eux-mêmes ont travaillé avec le comité d'organisation. Il y a quelque chose qui est aussi positif dans ces championnats d'Europe. C'était la première sortie officielle depuis les championnats du monde de Doha. C'est déjà il y a 1 an et demi malheureusement, avec un nouvel encadrement. Ça c'est positif pour vous? Oui, bien sûr. Vous savez, on a eu des championnats du monde à Doha il y a 1 an et demi qui n'ont pas été réussis, il faut dire la vérité. Bon, pour différentes raisons, on ne va pas y revenir. Mais bon, il y avait l'aspect sportif, mais il y avait aussi un certain nombre d'événements qui se sont passés autour de l'équipe de France, qui n'étaient pas, disons, des événements propices à la performance. Donc nous avons tenu compte, bien entendu, de tout cet environnement, et j'ai souhaité, d'ailleurs ça devait se mettre en place pour les Jeux de Tokyo l'été dernier, j'ai souhaité modifier complètement l'organisation de
de la haute performance de notre équipe de France en faisant appel à quelqu'un qui connaît bien le domaine, c'est Florian Rousseau, il y a quelqu'un qui connaît le haut niveau, c'est lui, et donc là c'était sa première, et donc c'était important pour nous de voir aussi comment l'équipe de France allait se comporter, et d'après les retours que j'ai eus, d'après les retours des athlètes également, parce que j'ai été quand même en contact permanent pendant ces 4 jours, tout s'est très très bien passé, et il y a eu une ambiance disons sereine, solidaire, combative. D'ailleurs, vous avez pu voir que même les jeunes sur demi-fond se sont battus jusqu'au bout. Bon, il y a encore beaucoup de travail à faire pour apprendre, mais disons qu'on a retrouvé une certaine sérénité, et je pense qu'on peut envisager l'avenir avec un peu plus, disons, d'optimisme. Dans 5 mois, déjà, j'ai envie de dire, il y a les Jeux Olympiques 2020, en 2021 forcément. Est-ce que vous avez déjà un objectif de médaille pour la délégation française d'athlétisme, forcément? Et est-ce que ces championnats d'Europe ont changé ces objectifs? Alors déjà, pour la première question, il est un peu tôt pour les objectifs de médaille, pour la simple raison que, vous l'avez dit, c'est dans 5 mois, mais nous devons nous fournir notre sélection fin juin. Donc ça veut dire qu'il reste 3 mois et demi et que nous n'avons pas encore attaqué les compétitions estivales, d'autant que l'an dernier, on a été privé de compétition, donc les repères ne sont plus les mêmes. Il va falloir déjà donc organiser notre saison printanière, ce à quoi on va s'attacher dans les prochaines réunions. Nous avons un bureau fédéral la semaine prochaine qui devrait prendre des décisions de façon à ce que nos athlètes puissent commencer à concourir dès la mi-avril. Si, comme on nous le dit, on ouvre un peu les portes à ce moment-là, vous voyez. Donc ça va faire très très court. On a des championnats de France qui auront lieu à Angers à la fin du mois de juin. Et à l'issue de ces championnats de France, nous devons fournir la sélection. Donc très difficile aujourd'hui de se projeter sur un calcul de médailles par rapport aux performances. Et c'est pareil dans tous les pays. Donc on va, au fur et à mesure, on va affiner. Mais bon, on va faire en sorte, bien entendu, qu'il y ait une sélection compétitive. Après, on verra donc à la fin du mois de juin, quand nous aurons la sélection, quels sont les vrais potentiels de médailles. Voilà, donc ça c'est sûr que cette année c'est compliqué, quoi. Souvent les athlètes font mieux aux Jeux Olympiques qu'aux compétitions d'avant. D'habitude c'est en général les championnats du monde. Finalement, est-ce que vous êtes optimiste quand on voit les résultats de ces championnats d'Europe? Si on regarde, si vous voulez, alors là... Sur l'historique, c'est ce qui se passe en général. Voilà, sur l'historique, c'est ça, oui. Effectivement, on a toujours eu l'année qui précède les Jeux Olympiques, il n'y a jamais eu de très bons résultats. On a vérifié à Pékin. À Pékin, on a fait 2 médailles de bronze et finalement on fait 6 médailles à Rio en battant un record. Ça a été pareil en 2011 lorsqu'on avait les championnats d'égout et finalement on a ensuite un titre olympique avec Renaud Lavillenie en 2012. Vous voyez, ça c'est vrai, c'est une logique. C'est comme ça. Les athlètes, l'année avant les Jeux, sont plus en dedans. Là, on a eu un championnat d'Europe. Si on regarde nos médaillés, bon, on a quand même Kevin Mayer et Willem Belocian qui sont de fortes chances de médaille. Bien sûr. Si j'arrive dans des conditions normales, parce qu'il peut toujours y avoir malheureusement une blessure, ce qu'on ne souhaite pas, mais bon, il peut toujours se passer quelque chose. Nous avons là déjà deux potentiels forts au niveau mondial. Si vous ajoutez un Renaud Lavillenie qui a retrouvé sa forme, bon, qui s'est malheureusement blessé, mais quand on connaît Renaud, on sait que c'est un compétiteur, on sait qu'il a l'expérience, même si devant on a un phénomène avec Duplantis, Renaud peut jouer une médaille. Et pourquoi pas même le titre olympique, vous savez, dans un concours de perche, tout peut se passer. Voilà, donc déjà, sur ces 3-là, vous avez déjà trois potentiels, sans compter, je vous dis, les absents, hein, Pascal Martino-Lagarde, et puis nos lanceurs. Il ne faut pas oublier que nous avons avec le marteau homme et le marteau femme aujourd'hui 2 fers de lance avec Quentin Bigot et Alexandra Tavernier qui a battu le record de France il y a 15 jours. Nous avons des lanceurs de niveau mondial, sans oublier aussi Mélina Robert-Michon qui viennent de réussir encore cet hiver des jeux extraordinaires. Donc vous voyez, le potentiel existe. Mais je pense aussi qu'il y a des jeunes qui arrivent derrière,
qui vont éclater. Je pense à notre pépite, Sacha Zoya, qui n'a pas pu le rejoindre cet hiver pour des raisons de pandémie, mais qui a battu le record du monde de junior sur le 110 mètres l'année dernière, et bien d'autres. Donc, Pierre-Ambroise Boss, qui est bien revenu, qui a raté sa finale, Oui, mais qui a fini dernier de la finale. Demi-finale. Voilà. Je pense que non, il y aura un potentiel d'athlètes médaillables intéressant. Après, vous savez, une compétition, ça reste une compétition. Voilà, il y a toujours le moment, disons, de réussite, et puis ceux qui réussissent moins, on verra au fur et à mesure. Mais donc, on n'a pas lieu aujourd'hui d'être, disons, pessimiste à l'approche de Tokyo, bien que, comme j'ai dit tout à l'heure, on sait que ça va être très très compliqué, ça va être très difficile de les préparer. On a aujourd'hui à reconstituer tous nos stages printaniers. Le gouvernement, et à juste titre d'ailleurs, interdit donc tout stage à l'étranger, ce qui veut dire que on avait des lieux de stage habituels, vous savez, et qu'il va falloir qu'on reformate tout ça. Donc aujourd'hui, il y a un très gros travail qui doit être fait par le groupe de la haute performance pour reprogrammer tout ça, de façon qu'en avril et mai, on puisse permettre aux athlètes de se préparer dans de bonnes conditions. Les athlètes se préparent là à 5 mois des JO. Vous, en tant que président de la fédération, comment vous vous préparez pour ces Jeux Olympiques de Tokyo ? Écoutez, à vous, pour vous dire la vraie vérité, comme on dit, actuellement, nos préoccupations sont surtout pour la base et surtout comment on va s'y prendre pour que l'athlétisme sur tous les territoires puisse reprendre déjà. Oui. Je vous avoue que les premières préoccupations que nous avons actuellement, ce sont des négociations avec les pouvoirs publics, avec le ministère des Sports, de façon à ce que tout le monde puisse reprendre la compétition. Voilà, donc on espère bien entendu que dès le mois d'avril, ce sera chose faite, que nos jeunes pourront retourner sur les stades et se confronter. Il ne faut pas oublier que depuis le mois de septembre, on n'a eu aucune compétition organisée pour les jeunes. Donc fin octobre, on a été confinés, et ensuite on a eu le droit de s'entraîner, mais pas de faire des compétitions. Et il n'y avait que les athlètes de haut niveau qui avaient le droit. Donc notre première préoccupation elle est là. Maintenant, par rapport aux JO, vous savez que les JO sont sous la responsabilité du Comité national olympique et sportif français. Oui. Donc si vous voulez, tout ce qui est logistique échappe aux fédérations. Aujourd'hui, c'est le CNOSF qui prépare les Jeux, qui prépare les déplacements. Il y a des réunions auxquelles on participe. On nous a fait part un petit peu de certaines recommandations, les temps d'arrivée, les temps de départ, les temps que nous devons passer au village. Ça sera des jeux, ça va être des jeux très 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 particuliers. Les accréditations vont être limitées. Les athlètes doivent arriver au village 3 jours avant la compétition et partir dès le lendemain. Il n'y aura pas la fête habituelle qu'on connaissait aux Jeux. Donc l'aspect préparation dépend avant tout du CNOSF. Pour nous, aujourd'hui, notre souci, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mettre les athlètes dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent se préparer. Voilà. Nous, en tant que dirigeants, on suivra bien entendu les règles qu'on nous demande de respecter. Et on souhaite bon courage. On devrait avoir, nous, le président du CNOSF en juin prochain, à quelques semaines et à quelques jours même des Jeux Olympiques. Voilà. Président, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, écoutez, toujours à votre disposition pour parler d'athlétisme, d'autant que vous êtes dans une région où on va passer bientôt des accords importants avec le retour de l'athlétisme à Font-Romeu. Je dois signer une convention que je vais signer d'ailleurs cet hiver et que je n'ai pas pu faire avec la région Occitanie. Et j'espère que bientôt je vais venir dans votre belle région. Et ben vous êtes bien évidemment invité dans les studios de Sportez-vous bien. Merci beaucoup, président, et bon courage pour la suite et bon courage au moins jusqu'aux Jeux Olympiques. On sait qu'il y a malheureusement, et vous venez de nous le dire, beaucoup de travail. Nous, on va pouvoir passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Depuis 10 jours, le circuit de cyclisme a repris officiellement et depuis hier, le Paris-Nice est sur les routes. L'occasion pour nous d'évoquer cette saison qui s'annonce passionnante. Messieurs, la question elle est très simple, on répond que par oui ou par non et ensuite on débat après bien sûr. Est-ce qu'on est à l'aube de l'une des plus belles saisons de cyclisme, Lucas ? Pour les Français, pour tout le monde, tout le monde. En vraiment, général. J'inclus vraiment tout le monde. Est-ce qu'on est à l'aube avec bien évidemment le niveau, les forces en présence ? Est-ce qu'on est à l'aube d'une des plus belles saisons de cyclisme depuis bien longtemps ? Non. Oui. Vincent. Maxime ? Je dirais non, moi. Non. Et Mehdi ?
Excitante, oui. Oui, voilà, Si plutôt. on parle de ça, oui. Ouais. Il y a que vous, Vincent, où vous avez dit oui. Pour quelle raison? Pour vous, on est à l'aube. Bien évidemment, il faut avoir les garanties sur la saison. Ça, on va le savoir au mois de décembre prochain. Mais pourquoi on est à l'aube d'une des plus belles saisons de l'histoire du cyclisme? Après, peut-être que je suis naturel optimiste autour de cette table, apparemment. Vous êtes supporter du TFC. Non, mais je suis très optimiste en C'est vrai, règle c'est vrai, générale, mais c'est juste que là, tant qu'on ne serait-ce que le public, moi je peux Mais pas ça peut concevoir changer. Après, une belle saison sans public déjà. Sur l'aspect course, on sort quand même d'une saison sacrément tronquée. Finalement, c'est une saison assez particulière vu que la précédente termine très tard. La nouvelle commence assez vite. Donc il faut que tout le monde arrive en forme car il peut y avoir des écarts assez importants. Ceux qui n'ont pas beaucoup couru sont extrêmement revanchards. Les organisateurs ont envie de faire des plus belles courses que l'année précédente pour essayer de compenser ce manque à gagner, ce manque d'exposition médiatique. Et il y a surtout beaucoup d'équipes qui ont des gros leaders et du monde en forme. Ça change beaucoup, le public en moins forcément, mais Ouais. vous, sur les performances des sportifs, la motivation, ça change beaucoup aussi. Je pense que ça change beaucoup pour la motivation, et puis surtout je crois pas à une très belle forme des coureurs cyclistes dans ces conditions. La saison post-Covid, moi je trouve qu'en foot déjà on constate que c'est pas hyper glorieux. En tennis on en parle à peine, mais Il y en a pas mal qui sont tombés en dépression, j'ai vu. c'est ou qui vraiment voulaient compliqué, arrêter, je et en cyclisme je vois pas pourquoi ils y échapperaient. Alors certes ils sortent, c'est plus facile à vivre, mais enfin voilà, j'ai du mal à me dire que en plus la densité du calendrier, je sais pas. Après, ils sont un peu malheureusement robotisés aussi, ces mecs-là. Hein. Donc, ouais, mais ça agit pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui en souffrent et qui arrêtent leur carrière à cause de ça. Parce que ce sport, pour moi, on pense qu'il va dans le bon sens et pourtant il n'y va pas forcément avec toutes les pressions qui peut y avoir liées à la médiatisation et puis voilà, on a envie que le cyclisme redevienne génial. On a l'impression d'être, on va dire, je sais pas si on en est débarrassé, mais un peu débarrassé du dopage, mais il va y avoir aussi se poser le problème de ce qu'on peut demander psychologiquement et physiquement aussi aux coureurs, et bientôt on va être sur une limite, je pense. Lucas, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Franchement, je sais pas. Je sais pas si c'est plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans quand les gars se dopaient tous et que voilà, ils étaient shootés et qu'ils couraient au-dessus de leurs moyens et que c'était la course effrénée au meilleur résultat. Je sais pas si c'est pire aujourd'hui qu'avant. Je suis pas le genre de mec qui dit c'était mieux avant tout le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que le contexte Covid va à mon avis avoir son importance encore cette année, et que ça fera que la saison sera peut-être pas aussi belle qu'elle aurait pu être, malgré effectivement un plateau qui est très beau. Ça par contre, je le nie pas. Sportivement, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien à dire. Est-ce que sur le terrain, j'ai envie de dire, sur le vélo, sur le cadre, on est sur ce qui se fait de mieux depuis au moins 10 ans, j'ai envie de dire, non? Mais je sais pas sur à partir de quels critères, c'est quoi surtout sur le nombre de vainqueurs différents, le nombre de performances qu'on voit. Par exemple, on prend l'exemple du dernier championnat du monde remporté Cocorico par Julien Alaphilippe. On l'avait dit nous ici, quand on voit les 15 premiers, c'est titanesque. Et ces coureurs-là sont très régulièrement. C'est dû à autre chose aussi, une évolution dans le cyclisme. C'est le jeunisme du cyclisme, où il y a beaucoup de talents qui émergent beaucoup plus tôt qu'avant, et ce qui fait qu'effectivement il y a beaucoup plus de potentiels vainqueurs sur beaucoup de courses, pas toutes, hein. mais effectivement on voit j'ai presque envie de dire que ça se footballise, c'est-à-dire qu'on commence à avoir et à parler de pépites dans le cyclisme, ce qui n'existait pas avant. On voit des coureurs de 18, 19, 20 ans comme Remco Evenepoel, et il y en a d'autres évidemment. Voilà, et donc forcément ça donne une impression, je sais pas si c'est le cas, mais ça donne une impression que le plateau est plus dense. C'est quand même un sport, le cyclisme, où il y avait une éclosion plus tardive. Il y a toujours eu des exceptions qui sont arrivées tôt, mais en général, on arrive à maturité beaucoup plus tard. Mais déjà, les courses espoirs, c'était jusqu'à 22-23 ans, donc on arrivait dans le peloton, on allait passer dans des plus petites équipes pour être protégé, on allait exploser à 23-24 ans. À une époque, on parlait d'un Andy Schleck, à 23 ans, c'était le seul jeune, parce qu'aujourd'hui, on en a 4 ou 5, 19 ans, on a un vainqueur de Tour qui a 20 ans. C'est devenu limite quelque chose de classique. Donc ça fait qu'on a un panel de coureurs qui s'étend sur 10-15 ans, qui sont en forme, qui veulent se battre, et il n'y a pas de place pour tout le monde. Dans un autre sens, c'est vrai que j'y ai pensé aussi à un moment donné, il y a moins de vieux
qu'avant. Avant, il y avait beaucoup de cyclistes qui encore jouaient Approché 40 ans. Exactement. Là, il y en a quand même beaucoup moins parce Il y a une que je pense que la génération dimension physique aussi a fait que quand on démarre aussi un petit peu plus tôt, on finit un petit peu plus tôt parce que c'est Plus hyper rincé, usant ouais. physiquement, quoi. Des Jens Voigt qui finissent à 40 ans ou des Rebellin qui finissent à 42, il y toujours là, hein. y en a beaucoup moins. Valverde Rebellin aussi. ou même, je sais pas. 49, il y a Voilà, encore. il y a les Valverde, etc. Bon, c'est quand même des exceptions, quoi, ces mecs-là. Et il y en avait peut-être un peu plus qu'avant. Et je pense que les vainqueurs de Grand Tour seront de plus en plus jeunes, hein, et sont en ce moment de plus en plus jeunes. Le de toute record façon. de Cadel Evans, il va tenir un bon moment. Ouais, c'est possible. Vous attendez quoi, messieurs, cette année? Parce qu'on a encore les championnats du monde, c'est du 18 au 26 septembre, ce sera en Belgique. On vient d'en parler en athlétisme, mais bien évidemment, il y aura le vélo, les Jeux Olympiques du 24 juillet au 8 août. Il y a forcément le Tour d'Espagne, le Tour d'Italie, le Tour de France, il y a les classiques. Vous attendez quoi, vous, que ce soit sur une course? Et je vais vous demander une course. Pourquoi? Et un sportif, un coureur, pourquoi, Mehdi? Qu'est-ce que vous attendez en premier, vous? Moi, j'attends David Gaudu sur le Tour de France. Parce que, alors, c'est juste mon côté franco-français, parce qu'il y en a un autre, c'est Remco Evenepoel sur le Tour d'Italie. Je pense que c'est une curiosité pour tout le monde de le voir jouer le général sur un grand tour. Mais voilà, pour parler français, David Gaudu, parce que il a fait des belles performances sur le Tour d'Espagne. Lui dit que c'est un déclic. Effectivement, gagner 2 étapes de montagne sur un grand tour, c'est bien. Après, il a toujours pas fait de grandes performances sur 3 semaines sur un général. Donc voilà, il est attendu là-dessus et je pense que l'objectif, c'est top 8. Voilà, un bon top 8 de David Gaudu et c'est vraiment ce que j'attends, une confirmation pour qu'on ait encore un nouveau Français qui puisse jouer le général sur les grands tours. Maxime, vous attendez quoi, vous? Non, moi je suis. Oui, pas vous, c'est assez comme le spécialiste. tennis, hein. Non, quand même. Non, j'aime bien le vélo. Non, mais Il attend Vincent Avellana dans la côte de Pauvreville. Voilà, ouais. Dans la côte de Moselle. J'en suis Reda dans la côte de Jolimont. J'aime Allez, bien on le y vélo. va. Je préfère le vélo au tennis, c'est 1000 fois. J'aime bien ce sport, je le regarde, mais je suis pas assez spécialiste pour me prononcer. Voilà, tout simplement. Lucas, vous attendez quoi, vous, cette année? Je n'ai pas de grandes attentes, si ce n'est si j'ai envie de voir ce qu'Alaphilippe va donner sur les classiques et comment il va se Il a débrouiller. fini deuxième hier, avant-hier. J'ai envie de voir aussi comment va évoluer un Rémi Cavagna, et j'ai envie de voir comment va se débrouiller un Thibaut Pinot qui ne focalise pas sa saison sur le Tour de France. Je pense, comme c'était le cas pour Romain Bardet l'année dernière, que ça peut lui faire le plus grand bien, et malheureusement pour Bardet, il n'a pas pu faire cette saison d'ailleurs à cause du Covid. Il a remis enfin ses plans, il a changé ses plans, quoi. Mais je pense que Pinot, ça peut lui faire du bien pour mieux revenir après pourquoi pas l'année prochaine ou dans 2 ans. Puis, voilà. on peut parler, même si je pense que sa chance est passée malheureusement. Ce qui est génial, c'est qu'il y a plein d'attentes chez les Français. On peut parler aussi du retour de Démarre sur le Tour de France. On peut parler de Guillaume Martin qui a eu un déclic l'année Démarre finit dernière. deuxième sur l'étape d'hier du Paris-Nice. Oui, exactement. Guillaume Martin qui a peut-être eu un déclic et qui peut aller plus haut. On a un beau plateau français. On peut parler aussi de Clément Champoussin dont on attend beaucoup. Voilà, Sénéchal sur les classiques. Turgis, Laporte, Coca. Sénéchal, il n'est pas dans la bonne équipe pour jouer les classiques. Vincent, vous attendez quoi, vous, cette année? J'attends beaucoup des classiques qui ont été tronqués l'année dernière, finalement. C'est vrai. Paris-Roubaix, c'est quand même la course qu'il faut voir. 11 avril. Qu'il faut voir. J'attends beaucoup des Français, parce qu'on a quand même un beau plateau. Là, on a cité quelques jeunes. On a aussi Cosnefroy, Madouas, qui sont des coureurs qui peuvent performer sur les classiques, aller chercher des étapes. On a perdu Villermoz pour 1 mois et demi, 2 mois sans problème. Là, il s'est pété la clavicule. On a des belles équipes françaises, parce que même sans parler des coureurs français, les équipes françaises ont fait des recrutements assez intelligents. On a du Jungels, on a Van Avermaet. Je crois pas à cette formation. Ils ont fait un beau recrutement. Bardet, il est parti. On verra sur les classiques. Bardet est parti. On verra sur les classiques, mais effectivement, ils ont essayé de monter une armada avec l'arrivée de Citroën. Ineos est toujours au-dessus? Oui. Ça dépend des courses. Pour les grands, sur l'effectif, ça dépend des courses. Pour les grands tours, il y a un match avec la Jumbo quand même. Ils ont récupéré Richie Porte. Il y a les jeunes qui sont encore plus forts qu'avant. La Jumbo, ils ont toujours Wout van Aert, ils ont toujours du Moulin. Ils ont toujours du Moulin, ils ont toujours Roglic, ils ont toujours Bennett, ils ont toujours Kruijswijk. Bref, c'est excitant. De toute façon, on va s'amuser cette saison. Et je compte sur vous, bien évidemment, pour en parler. Vincent, pour conclure. J'espère surtout qu'on aura des courses aussi ouvertes que l'an dernier, où il y a eu beaucoup de stratégies qui ont éclaté, des coups de panache tout simplement. Comme ça, on est complet sur la saison de cyclisme. Merci à Coraline et Kevin ce soir à la réalisation. Merci à vous, messieurs. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans Sportez-vous bien avec un nouveau sport. Dans Sportez-vous bien, on va parler de tir, une médaillée olympique des JO 2012. Un lundi dans Sportez-vous bien.